La savane, paysage légendaire d'Afrique. Théâtre où se déroulent les plus grands drames de la nature. Réputée pour son top 5 des animaux sauvages, la savane est aussi le royaume des créatures moins connues. Qu'il s'agisse des prédateurs ou de leurs proies, ce dynamique système est animé d'une incroyable énergie. Chaque espèce a un rôle à jouer dans ce réseau unique de la vie. La savane, paysage de l'Afrique par excellence, une immense prairie d'herbes et d'arbustes qui occupe près de la moitié de ce continent. En Afrique, la savane couvre une superficie de plus de 30 millions de kilomètres carrés, traverse 27 pays et continue bien au-delà. La savane occupe aujourd'hui 20% de la surface de la planète. Chose étonnante, la plante qui domine dans la savane est tout simplement l'herbe. Ces herbes de toute espèce font la richesse de la savane du sud de l'Afrique. Ces innombrables tiges élancées nourrissent tout un écosystème. La savane est un réseau complexe de vie, couvrant tout l'éventail de la chaîne alimentaire, depuis la plante au niveau inférieur jusqu'au prédateur à son sommet. Des histoires de vie et de mort se sont déroulées sur ces plaines depuis des millions d'années. La prairie est un festin pour les troupeaux d'animaux qui broutent l'herbe et pour les carnivores qui les pourchassent. Les lions sont les grands chasseurs de la savane. L'impala sent d'instinct qu'il doit prendre la fuite. Mais les lions sont les rois de l'embuscade. Les partenaires de chasse de cette lionne la félicitent. C'est un succès partagé. La plupart des poursuites se soldent par un échec. Cette prise est une bonne nouvelle pour sa horde. Ce repas nourrira toute la famille, y compris les petits, qui auront de quoi manger pendant plusieurs jours. C'est à travers ces drames implacables que la dynamique de la chaîne alimentaire imprime son énergie à toute la savane. Finalement, les plantes que mangent les herbivores finissent par alimenter également les carnivores. Le mot savane nous évoque des images d'immenses plaines herbeuses dénuées d'arbres, comme le célèbre parc national du Serengeti en Tanzanie. Mais cela n'illustre pas la savane. La plupart des savanes sont peuplées d'arbres qui partagent avec les herbes un équilibre subtil et harmonieux. La lumière est essentielle à l'existence de la savane. Ces arbres doivent être largement espacés afin que la canopée ne bloque pas le passage de la lumière nécessaire à la croissance des herbes.
D'autres ingrédients sont essentiels, des températures douces tout au long de l'année qui culminent durant la saison chaude. Et pour finir, des pluies d'été. Durant cette saison humide, une quantité très précise d'eau, plus de 50 cm, doit tomber pour que les herbes puissent pousser. Enfin et surtout, la savane dépend de ces animaux qui, en broutant l'herbe, favorisent l'apparition de nouvelles pousses. Exploiter l'énergie du soleil est la première étape dans un cycle qui, au bout du compte, nourrit toutes les bouches de cet écosystème. Mais la savane n'est pas seulement l'endroit où l'on mange. C'est aussi un refuge, un abri pour les animaux. Parmi toutes les créatures qui jouent un rôle dans ce paysage, aucune n'est plus importante que les éléphants. Ce sont leurs habitudes alimentaires qui maintiennent ces plaines dégagées, car sans eux, la forêt reprendrait possession de ce territoire. Les éléphants vivent en groupes stables, constitués de femelles de la même famille, sous la houlette d'une matriarche. Celle-ci a une connaissance approfondie du paysage, et en particulier des meilleurs endroits pour trouver de la nourriture. Dire que les éléphants ont un appétit énorme n'a rien de surprenant. Les éléphants de la savane sont les plus gros animaux terrestres. Une femelle adulte pèse plus de 3 tonnes. Elle doit consommer 5% de son poids, soit 150 kg de végétation par jour, pour alimenter un organisme aussi imposant. Les éléphants passent jusqu'à 16 heures par jour à manger tout ce qu'ils trouvent. Des herbes, des buissons et même des arbustes tout entiers. Partout où ils passent, le troupeau sème la destruction. Mais ce n'est qu'une apparence. En fait, leur activité de bulldozer est essentielle à la savane. En faisant tomber un grand nombre d'arbres dans une zone, ils réduisent l'ombre de la canopée, permettant ainsi à la lumière d'atteindre le sol et donc à l'herbe de pousser. Les branches tombées sur le sol protègent également les nouvelles pousses en empêchant les brouteurs de les atteindre. L'action des éléphants renouvelle les herbes et, chose surprenante, bénéficie également aux arbres abîmés. Les espèces résistantes, comme l'acacia, se sont adaptées et gèrent cet élagage brutal en germant de nouveau. L'acacia compte également sur les éléphants pour l'aider à planter ses graines. Les éléphants ont une mauvaise digestion, donc la plupart des graines qu'ils consomment passent dans leur intestin et ressortent intactes. Leurs excréments sont tellement riches en minéraux qu'ils constituent le terreau idéal pour faire germer les graines d'acacia. Cette substance nutritive alimente d'autres formes de vie. Les bousiers s'en nourrissent et en font des boules qu'ils font rouler sur une grande distance pour s'en servir comme nid et comme garde-manger pour leurs futures larves.
Ces bousiers affairés aident à la fertilisation des sols en répandant les graines qui prendront racine dans de nouvelles zones. En résumé, les plantes que mangent les éléphants sont aussi nourries par leurs excréments. Ainsi se poursuit le cycle d'interconnexion de la vie. Dès que la famille est rassemblée, la matriarche conduit son groupe vers de nouvelles zones de nourriture. Les éléphants jouent un rôle central dans le renouveau de ce paysage, en créant des zones privilégiées pour la communauté variée des animaux sauvages. L'Afrique abrite la plus grande concentration d'antilopes au monde, et la plupart vivent dans la savane. Les gnous, qui vivent dans larges troupeaux, consomment des herbes riches en phosphore et en azote. Une fois que l'herbe est épuisée, les gnous sont obligés de se déplacer et se joignent souvent aux migrations de masse en quête de nouveaux pâturages. Les gnous vivent en troupeau afin de se protéger contre les prédateurs. Ils s'associent souvent avec d'autres brouteurs comme le zèbre. Chose intéressante, il y a peu de compétition pour la nourriture entre ces espèces, car leurs habitudes alimentaires sont différentes. La plupart du temps, il y a de quoi faire, les ressources ne manquent pas. Mais le paysage est en train de changer. C'est la fin de la saison sèche, un moment de tension dans la savane. Après des mois sans pluie, les herbes tendres ont été mangées et le sol tondu. Elles ont été grignotées par une armée de brouteurs affamés, mais cela ne les a pas tuées. Si les pluies arrivent, elles repousseront. Mais pour l'heure, il ne reste que la vieille végétation indigeste. À cette époque de l'année, les brouteurs ont du mal à trouver de quoi manger. Et même dans ces périodes de disette, le manque de nourriture n'est pas source de conflit. Dans la savane, le secret de la vie est le partage. Mais la compétition est féroce pour une autre raison. C'est le début de la saison des amours. Les animaux se jaugent et s'envisagent en tant que partenaires potentiels ou rivaux. Les prédateurs guettent et feront leur marché parmi les plus faibles, et les charognards viendront récupérer les restes. Les lions sont toujours sur le qui-vive pour leur prochain repas. Ils vivent en groupe, que l'on appelle hordes, composés de femelles de la même famille et des mâles dominants de leur zone. Les lions sont des prédateurs redoutables, mais ils passent la majeure partie de leur existence à dormir. Jusqu'à 20 heures par jour. Cette horde de lions est surtout active la nuit, période durant laquelle leur vision nocturne leur donne un avantage sur leur proie. La petite bande réflective qu'ils ont sous les yeux leur permet de mieux voir quand la luminosité est faible. Mais pour le moment, ils en font le moins possible. Grâce à l'ombre rafraîchissante des arbres, la famille peut se relaxer. Mais leur tranquillité sera de courte durée. La compétition est féroce parmi les carnivores de la savane. Tous mangent de la viande qui n'est pas évidente à tuer.
Au sein de la horde, ce sont surtout les lionnes qui chassent. Mais même le travail d'équipe ne garantit pas la prise. Quand la horde chasse, c'est toute la communauté de la savane qui doit rester sur le qui-vive. Le rhinocéros adulte, lui, n'a pas grand-chose à craindre. Comme beaucoup de mammifères brouteurs, l'herbe est son domaine. Dépourvu d'incisives, il utilise ses puissantes lèvres plates pour engloutir l'herbe rase, qu'il mâche ensuite avec ses molaires. Les rhinos blancs sont les rhinos les plus massifs dans le monde. Celui-ci, par exemple, pèse 2200 kilos. Cette femelle est accompagnée de son junior, qui a 6 ans. Mais le danger est proche en la personne de ce mâle imposant. En général, les femelles se tiennent à l'écart. Les mâles peuvent attaquer tout ce qui se met entre eux et une fiancée potentielle. Même un très jeune rhino. Étrangement, la maman autorise son petit à approcher le gros mâle, qui pourrait aisément le tuer d'un coup de corne fatal. Mais la réaction du mâle envers le petit effronté qui ose s'approcher est très surprenante. Il répond gentiment au jeu du petit et semble même s'en amuser. Les mâles rhinos passent la majeure partie de leur vie en solitaire, mais ils tolèrent parfois l'intrusion d'un mâle plus faible sur leur territoire. Après cette aventure risquée, le jeune mâle retourne sous la protection de sa mère. C'est elle la clé de sa survie dans la savane durant les 2 premières années de son existence. Bien qu'elle ait commencé à le sevrer, le petit va se nourrir du lait maternel pendant 1 an. Les rhinos adultes n'ont pas de prédateurs naturels, car ils sont massifs, ont la peau dure et une arme efficace. Par contre, les petits peuvent être tués par les lions. Les rhinos ont la vue basse et font confiance à leur ouïe et à leur odorat prodigieux pour détecter les menaces à distance. La maman ne distingue pas le lion, mais elle peut le sentir. Si son précieux rejeton est menacé, elle ne prendra aucun risque. Les rhinos peuvent charger à une vitesse de 40 km/h et provoquer un choc fatal. Cette femelle est un adversaire à la hauteur, même pour un gros lion adulte. Finalement, Junior rejoint sa maman et pourra téter en toute sécurité sous la protection de celle-ci. Le buffle est l'une des proies favorites du lion. Les jeunes sont un gibier facile et même les adultes finissent sous la dent du félin. Pour se protéger, les buffles vivent en larges troupeaux
au sein d'une société complexe et changeante de mâles et de femelles. Ces troupeaux, formant un bataillon uni et fort, sont capables de repousser les attaques d'une horde de lions. Mais ces troupeaux sont également la cible de créatures plus petites qui cherchent à se repaître de leur sang. Une invasion de parasites fourmille sur leur peau. Et les cornes du buffle ne peuvent rien contre les assauts des insectes voraces. Mais les buffles ont développé une stratégie de défense, s'allier avec le pique-bœuf à bec rouge. Ces oiseaux nettoyeurs picorent les puces, les tiques et les essaims de mouches. Ils débarrassent les buffles des insectes qui les tourmentent et profitent en échange d'une provision constante de nourriture. Là où va le troupeau, va le pique-bœuf. La vie en communauté a ses avantages, mais aussi ses inconvénients. Pour le buffle, un troupeau, c'est beaucoup de bouches à nourrir. Ce qui empêche d'être trop exigeant quant au menu. L'aliment de base est l'herbe de la savane, mais il y a aussi les délicieux plats du jour. La taille du buffle lui permet d'atteindre les hauteurs des buissons. La plus grande antilope du monde, l'élan, est un autre spécialiste de la savane. Les mâles ont la taille d'un homme, environ 1,60 m au garrot, mais sont 10 fois plus lourds. Comme le buffle, l'élan se nourrit d'un mélange d'herbes et de feuilles. Il module son menu en fonction de ce qui est disponible. Cet animal présente une étonnante singularité. Sa démarche est accompagnée d'un cliquetis. Ce cliquetis illustre la position dominante. Plus gros est l'élan, plus grave est le son du cliquetis. Voici une autre antilope de la savane. Plus petite et discrète, peut-être la plus élégante de toutes, le koudou. Animal craintif, on l'aperçoit rarement à découvert. Fréquemment traqué par les prédateurs de la savane, il porte une robe de camouflage rayée qui se fond dans le décor et lui permet de se cacher dans les fourrés. Comme tous les ruminants, il lui faut mâcher son herbe. Chaque bouchée est mâchée, avalée, régurgitée et mâchée à nouveau. Les bactéries contenues dans son estomac permettent de dissoudre la cellulose des feuilles lors de la seconde ingestion. Comme le koudou dans son abri de feuillage, tous les animaux de la savane doivent leur existence à la variété des habitats que recèle cet extraordinaire paysage. La savane est l'un des macro-écosystèmes les plus riches du monde. Elle présente une infinie variété de plantes, dans certaines zones, plus de 5000 espèces. Parmi les plantes de la savane qui honorent le paysage, on trouve le robuste acacia. Ce produit de la savane ne sert pas seulement de nourriture à l'éléphant.
C'est aussi l'un des mets favoris d'une autre icône animale, la girafe, le plus grand animal à la verticale. Sa hauteur extrême lui permet de grignoter le sommet des arbres. Les mâles dépassent souvent les 5 mètres de haut. Les girafes ont de très longues jambes, ce qui leur donne une démarche inhabituelle. Pour éviter de trébucher en raison de leurs larges sabots plats, elles avancent leurs 2 jambes de chaque côté simultanément. Et bien que l'accélération soit lente, leur vitesse de pointe de 55 km/h leur permet d'échapper aux lions. Leur stature les protège des prédateurs, mais leur permet aussi d'accéder aux plus tendres pousses de la canopée. Ainsi, les girafes ne sont pas en compétition avec les espèces plus petites en quête de nourriture. Leur cou n'est pas leur seul avantage. Elles ont également une langue agile de 45 cm qui facilite encore la saisie. Les épines, défenses habituelles des acacias, ne les découragent pas. Mais ces arbres ne sont pas entièrement à la merci des girafes. En fait, l'acacia se défend de façon surprenante. Dès qu'il est dévoré par un brouteur, ses feuilles se mettent à produire un tanin vénéneux. Elles émettent également un gaz chimique, l'éthylène, qui se diffuse sur un rayon de 40 mètres. Étrangement, les scientifiques ont découvert que l'acacia avait un coup d'avance sur la girafe. Le gaz toxique diffusé par un arbre blessé est détecté par ses voisins qui activent rapidement leur propre défense chimique. En quelques minutes, tous les arbres de la zone sont devenus toxiques. C'est un système d'alarme exceptionnel servant à protéger les plantes des animaux affamés. Mais les poisons végétaux ne suffisent pas à décourager le plus vorace de tous les herbivores. La matriarche et sa famille s'attaquent à un autre bosquet d'arbres. Les éléphants tolèrent une haute dose de tanin dans leur nourriture, ainsi que du latex et même du cyanure d'hydrogène. Cela leur est possible parce qu'ils varient leur menu selon les saisons, passant d'une herbe à l'autre après les pluies. Chaque animal a trouvé sa place dans la chaîne alimentaire de la savane. C'est le système de recyclage de la nature, dans lequel chaque destruction fait naître une nouvelle vie. À la fin de la saison sèche, c'est le déferlement de la testostérone. En préparation des accouplements à venir, les gnous se créent leur territoire dans le paysage environnant. Le rut a commencé. Chaque mâle défend son petit carré d'herbe. S'il peut sécuriser son territoire et garder ses femelles, il aura une chance de s'accoupler.
Dans les troupeaux de buffles, les mâles rivalisent aussi pour grimper dans la hiérarchie. Les individus des deux sexes portent des cornes, mais seuls les mâles exhibent ce lourd couvre-chef que l'on appelle le patron. C'est à la fois une arme et une protection durant les combats tête contre tête. Un mâle peut attendre 8 ans avant de trouver une femelle pour la reproduction. Les zèbres étalons sont très excités eux aussi. Un mâle ne peut garder son harem de femelles que s'il sort victorieux de la compétition. L'adversaire lui piquera son harem s'il gagne ce duel. Avec un tel enjeu, l'étalon ne peut pas refuser l'affrontement. Mais la violence n'est pas toujours à l'ordre du jour. Malgré leurs cornes aiguisées et de belle taille, les élans sont des créatures pacifiques. La position dominante des mâles ne dépend pas d'un combat, mais d'un ordre hiérarchique très strict. Ce sont des caractéristiques subtiles, comme la taille du fanon, cette peau épaisse qui pend sous le menton, ou la taille des cornes qui ouvriront l'accès aux femelles. Mais maintenir la paix est une exception à la règle en cette période de l'année. Les girafes mâles sont en général des solitaires. Mais pour gagner le droit de s'accoupler aux femelles, ils s'affrontent pour le rôle de dominant. La seule façon de désigner le plus fort est un duel de coups. Visant les jambes, chacun essaie de déstabiliser l'adversaire. La tête d'un mâle est une boule de démolition de 30 kg au bout d'un long coup fort et flexible. Leurs petites cornes osseuses peuvent couper et meurtrir. Les combats de girafes peuvent durer une demi-heure et provoquer des blessures importantes. Il y a parfois des fractures de mâchoire et de cou. Mais les combats sont rarement mortels. Cette fois-ci, le vainqueur est évident. La tête haute, il a gagné sa meilleure chance de séduire une partenaire et de lui transmettre ses gènes pour une future génération. Séduire une femelle est son prochain défi. Les girafes mâles acquièrent une couleur plus sombre en prenant de la maturité. Celui-ci est dans la fleur de l'âge et a trouvé une partenaire potentielle. La demoiselle signale qu'elle est réceptive par un frétillement de la queue, donc notre amie a ses chances. Ce n'est pas par hasard si la communauté de la savane se reproduit à la même période.
Pour de nombreuses espèces, la naissance d'une nouvelle génération coïncide avec la saison des pluies. Grâce aux pluies bienfaisantes qui s'annoncent, la savane va se couvrir de ces nouvelles herbes qui sont vitales pour alimenter tous les nouveaux bébés affamés. Les prédateurs, eux, se reproduisent tout au long de l'année, ce qui leur permet d'avoir des petits en abondance. Le taux des naissances chez les lions monte en flèche quand le nombre des jeunes proies vulnérables se multiplie. Ce mâle dominant a déjà gagné son droit à la reproduction auprès d'une horde de femelles grâce à ses batailles victorieuses contre d'autres mâles. Il tient la concurrence à l'écart, en marquant le territoire de son odeur. Depuis des jours, il est sur la trace d'une femelle réceptive. Ces deux-là se sont isolés du reste de la horde depuis 48 heures. Et ils s'accouplent régulièrement tous les quarts d'heure. Les lions s'accouplent rapidement et souvent, jusqu'à 40 fois par jour, et tard dans la nuit afin d'optimiser les chances de fécondation. Et puis, la femelle retourne vers la horde. Si elle a été fécondée, elle mettra bas dans 3 mois. Beaucoup de lionnes ont déjà des petits. Nourrir toutes ces bouches affamées donne soif. Au sein de la horde, les femelles synchronisent souvent leurs activités de mère, partageant la garde des enfants et même le temps d'allaitement. Les lionceaux du même âge survivent mieux ainsi, car étant de la même taille, ils ont un même accès à la nourriture. À 11 mois, les jeunes sont autorisés à se joindre aux adultes pour la chasse. En attendant, ils restent à l'arrière sous l'œil vigilant d'une lionne babysitter. La saison des amours épuise l'énergie de toutes les espèces. Surtout vers la fin de la saison sèche où la nourriture est de faible qualité. Depuis quelques mois, les éléphants voyagent à travers un paysage constamment desséché. En cette période de l'année, 70% de leur nourriture est constituée d'arbustes et de buissons. Mais les éléphants doivent aussi se nourrir d'herbes fraîches. Et celles-ci ne peuvent pas pousser sans eau. La nature tout entière attend les pluies. La matriarche renifle l'air. Les éléphants ont un excellent odorat. Ils possèdent également une ouïe très fine, sensible aux basses fréquences d'un tonnerre lointain. Et seraient, pense-t-on, capables de détecter à distance le bruit de la pluie à des centaines de kilomètres. La pluie, ingrédient essentiel au renouveau de la savane. En quelques jours, les premières pousses d'herbe émergent du sol humide. De la nourriture fraîche pour une communauté grandissante. Il y a des petits nouveaux un peu partout.
loin, dans la plaine, les antilopes d'Amalisque à front blanc donnent naissance à leurs bébés. Depuis le ciel, l'aigle de Véro a repéré cette activité. Une antilope adulte est trop grosse pour être capturée par les rapaces, mais les nouveau-nés sont vulnérables. L'aigle vient de trouver une formidable friandise, une poche de placenta rejetée. Un repas idéal. Les aigles de Véro sont en couple pour la vie et Madame a également faim. Ces rapaces sont d'excellents chasseurs, mais savent jouer les charognards quand il le faut. Ils deviennent ainsi un lien vital dans la chaîne alimentaire de la savane, en recyclant à leur tour des substances nutritives dans le système. Il y a de nouvelles recrues dans la horde des lions. L'une des femelles est revenue avec ses lionceaux de 6 semaines. Après avoir été isolés avec maman dans la tanière où ils sont nés, ils sont prêts à rejoindre leur plus grande famille. Pour les jeunes femelles qui vont rester toute leur vie dans la horde, c'est le début d'une longue relation communautaire. En cette période de l'année, il devrait y avoir assez de nourriture pour la famille grandissante. Et avec les autres lionceaux d'autres portées ayant quasiment le même âge, ils pourront se partager les mêmes rations. Au moment opportun, les mamans apprendront à leurs petits comment prendre leur place de grands prédateurs. Pour l'instant, les lionceaux passent des journées joyeuses et insouciantes. La saison des pluies a déversé de l'eau en quantité et les points d'eau sont à leur plus haut niveau. Les éléphants adorent se baigner. La matriarche et sa famille s'immergent avec délice. Les éléphants savent trouver de l'eau potable, même pendant la sécheresse. Mais il est rare de trouver un trou d'eau assez profond pour s'y baigner. Le bain est un rituel dans la toilette des éléphants qui implique également de se frotter contre les arbres pour se débarrasser des peaux mortes et des parasites. La famille tout entière se livre à ce rituel. La savane occupe le cœur d'une Afrique indomptable.
où les destinées des animaux et des plantes s'entremêlent dans un cycle éternel qui apporte le renouveau et la croissance. Maintenant qu'il est vert et bien arrosé, le paysage va nourrir ces animaux pendant les mois à venir, créant l'énergie nécessaire pour alimenter le brillant réseau de la vie. Les paysages sauvages du sud de l'Afrique grouillent de vie. Alors que la plupart considèrent les grands félins ou les énormes animaux à défense comme les vrais animaux emblématiques d'Afrique, peu apprécient ces plus petites créatures que l'on voit partout en Afrique, les antilopes. Elles aussi ont une vie riche d'histoire dans leur lutte quotidienne pour la survie. Toute une série d'épreuves centrées sur le besoin de se nourrir et de perpétuer la race. Ponctuées d'aventures qui ne manquent pas d'énergie, mais qui sont rarement racontées. Parmi celles-ci, 2 antilopes se détachent du lot. Le springbok et l'impala. Pour ces deux-là, la vie en troupeau est essentielle à leur survie. Dans le sud de l'Afrique, les longues journées paisibles de l'été touchent à leur fin. Alors que les températures se font plus froides, les relations s'échauffent dans la brousse. C'est la période du rut, la saison des amours pour l'impala. En cette période de l'année, les mâles se battent pour gagner le droit de s'accoupler. Entre l'élimination des rivaux et la course aux femelles, la vie est rude. Cela laisse peu de temps pour manger et les mâles s'épuisent rapidement. C'est le moment le plus éprouvant de l'année et aussi le plus crucial, car seuls les vainqueurs auront le droit de s'accoupler. Les plaines du sud de l'Afrique sont peuplées d'antilopes. On y rencontre plus d'espèces que sur n'importe quel autre continent. Leur taille varie et vont de la petite céphalophe de Grimm ou au racifère, dont le poids avoisine celui d'un chat domestique, à l'élan massif, dont la taille et le poids sont celui d'une grande vache. Des forêts au désert, les antilopes représentent le pilier de l'environnement. Mais qu'elles soient grandes ou petites, toutes les espèces sont herbivores et sont par conséquent étroitement dépendantes des conditions de leur cadre naturel. Alimentée par les vents humides qui soufflent en provenance du chaud océan Indien, l'Est reçoit beaucoup de pluie. Souvent, plus de 1000 mm par an, et est couvert par une épaisse et luxuriante végétation. À l'opposé, les parties occidentales, moins arrosées par les pluies, moins de 500 mm par an, sont plus sèches et dominées par des régions semi-désertiques. L'eau est rare,
de même que la nourriture qui est difficile à trouver. Ici, les périodes de sécheresse sont fréquentes et sévères. Les températures grimpent régulièrement jusqu'à 40 degrés. Et chaque plante, comme chaque animal qui vit ici, s'est très précisément adapté pour surmonter les rigueurs imposées par les conditions climatiques. Les régions situées à l'est sont beaucoup plus agréables. La savane luxuriante bat au rythme de la vie qui l'habite. L'atmosphère est plus humide et les températures, loin d'être écrasantes, se maintiennent agréablement aux alentours des 30 degrés tout au long de l'année. La nature verdoyante et abondante offre des trésors de nourriture qu'il est très facile de se procurer. De chaque côté de cette ligne de partage du continent, 2 espèces d'antilopes s'épanouissent. Dans les savanes vertes et boisées de l'Est, les impalas bénéficient d'un large choix de nourriture et se développent rapidement. Leur population totale a été estimée à plus de 2 millions d'individus. Seule une antilope les surpasse en nombre. Le springbok ou antilope à ressort. Plus de 2,5 millions d'individus peuplent les immenses plaines sèches de l'Ouest. Elles dominent ici grâce en partie à leur capacité à économiser la nourriture, même dans les conditions les plus drastiques, et à se nourrir de n'importe quel brin de verdure. Parmi les animaux qui vivent en troupeau, ces 2 espèces sont celles qui prospèrent le plus en Afrique. Leur comportement grégaire remonte à la dernière période glaciaire, lorsque les forêts couvrant le continent ont commencé à disparaître. Les animaux ont, pour la première fois, migré vers de nouvelles plaines herbeuses. Ils se sont développés et ont commencé à parcourir de plus grandes distances pour trouver de la nourriture. Ces individus ont alors compris l'importance de rester groupés en troupeaux afin de pouvoir s'accoupler plus facilement et mieux se protéger contre les prédateurs. Malgré leur nombre important, les springboks et les impalas n'occupent jamais le même habitat et semblent respecter la ligne de démarcation humidité-sécheresse. Sans leur présence, l'Afrique aurait une toute autre apparence. Dans le centre aride de l'Afrique du Sud, le parc national Karoo s'étire sur 88 000 hectares. C'est l'un des parcs les plus spectaculaires du pays. Il est entouré par les hauts plateaux du Veld, qui dominent de vastes étendues qui, il y a des millions d'années, étaient occupées par une mer intérieure. Presque chaque animal qui vit ici s'est spécialement adapté à la survie dans des conditions de sécheresse extrême. Un petit troupeau de springboks broute dans la maigre végétation des plaines broussailleuses. Les springboks sont de petites gazelles mesurant de 70 à 90 cm au garrot et pouvant peser jusqu'à 45 kg. Ce sont de robustes tempéraments, capables de supporter les chaleurs les plus extrêmes. Des voyageurs ayant traversé le Karoo à la fin du XIXe siècle racontent avoir vu passer de gigantesques troupeaux de springboks, si nombreux qu'ils avaient mis toute la journée à dépasser leur camp. Ce
Ceux-là vont parcourir de longues distances à travers les plaines arides, profitant des chutes de pluie variables et imprévisibles de la région. Mais ces grandes congrégations appartiennent au passé. L'agriculture des temps modernes a perturbé les anciennes routes migratoires. Et dans le Karoo, les troupeaux de springboks se sont faits plus petits et sont aujourd'hui éparpillés à travers le paysage. À 500 km à l'est, dans le très célèbre parc national Kruger, situé dans la partie orientale et humide du pays, un troupeau d'impala se ferait un chemin à travers la végétation luxuriante. La vie ici est très différente. Le Kruger, comme le désignent avec affection les habitants de la région, est un gigantesque ruban de savane couverte de buissons qui s'étire sur près de 2 millions d'hectares le long de la frontière nord-est de l'Afrique du Sud. Le Kruger, qui est l'une des réserves sauvages les plus grandes et les plus prospères de la Terre, regorge d'animaux. La nourriture y est abondante et les herbivores géants, tels que les éléphants et les girafes, se régalent des branches supérieures des arbres, tandis qu'à leurs pieds, de grands troupeaux d'autres brouteurs se frayent un chemin à travers le paysage. C'est aussi dans cette partie de l'Afrique que se trouve la plus forte densité de prédateurs. Plus d'une centaine de milliers d'impalas broutent à travers l'épaisse végétation. Les impalas sont plus grands que les springboks. Mesurant près d'1 mètre au garrot, ils peuvent atteindre 76 kilos. Avec une telle abondance d'eau et de nourriture, beaucoup d'autres herbivores s'épanouissent. Non loin, une petite famille de koudous picore des feuilles. Les koudous et les impalas se mélangent souvent en troupeaux assez dispersés. Ces regroupements présentent certains avantages. Dans un monde contrôlé par les carnivores, avec près de la moitié des morts d'impalas provoquées par des prédateurs, plus on est nombreux à faire le guet, mieux c'est. Les prédateurs aussi sont répartis à travers les plaines arides du sud de l'Afrique. Mais ici, les animaux se soucient tout autant d'éviter la chaleur et de trouver suffisamment de nourriture que d'éviter d'être dévorés. Aux frontières de l'Afrique du Sud, avec la Namibie et le Botswana, l'une des régions les plus sèches de la partie occidentale, se trouve l'une des réserves les plus emblématiques, le parc transfrontalier de Kalahari. Le springbok est ici l'antilope qui domine en nombre. Durant l'été, la chaleur accablante atteint souvent les 40 degrés en milieu de journée. Ce sont les springboks qui s'en sortent le mieux. Ils mangent tout ce qu'ils trouvent, passant de l'herbe aux buissons jusqu'aux plantes grasses, selon ce que leur imposent les conditions. Ce jeune mâle est en train de déterrer de jeunes pousses sur le lit de la rivière. Après avoir mangé,
il part se mettre à l'ombre pour digérer son repas. Les springboks sont passés maîtres dans l'art d'éviter la chaleur. Ils exposent leur croupe blanche au soleil, réduisant ainsi la quantité de chaleur absorbée. Leur bas-ventre blanc absorbe également une moins grande quantité de la chaleur qui monte du sol. Et ils recherchent l'ombre pour éviter la canicule. Se rassembler à l'ombre de ces acacias présente un autre avantage. Les springboks mangent les graines tombées des cosses de l'arbre, une source nutritive de grande valeur dans un climat aussi rude. Quant à l'arbre, il compte sur les springboks pour disperser ses graines. L'écosse renferme des graines extrêmement dures qui résistent au système digestif des springboks. En se déplaçant, les springboks emportent les graines avec eux pour les redéposer ailleurs sous forme de tas d'excréments très riches en nutriments qui permettront aux graines de pouvoir germer. Mais le fait de se regrouper à l'ombre des arbres pour éviter le stress de la chaleur présente un inconvénient. Ils deviennent ainsi une cible plus facile pour les prédateurs. Un guépard solitaire est en train de descendre le lit asséché de la rivière. Ce sont les mammifères terrestres les plus rapides. Ils peuvent atteindre les 110 km/h sur de courtes distances. Les springboks l'ont vu approcher. Mais comme il est encore loin, ils ne s'en inquiètent pas. Tant qu'ils ont de l'avance sur le félin, ils ont un avantage. La famille de suricates qui se trouve non loin n'a pas cette certitude. Mesurant entre 25 et 30 cm, ils pèsent à peine 1 kg. Ce sont les proies principales des rapaces et d'un grand nombre de prédateurs terrestres, dont le guépard. Ils ne peuvent pas distancer les guépards comme les springboks et comptent sur le refuge de leur terrier quand ils sont menacés. Tout comme pour l'antilope, la vigilance est essentielle. La famille place des sentinelles pour s'assurer qu'ils ne seront pas pris par surprise. Cela permet au reste de la famille de fouiller le sol pour trouver de la nourriture. Même les spermophiles profitent du système d'alerte précieux de leurs voisins. Chaque menace a un cri qui lui est propre. La sentinelle sonne l'alerte et la famille court se mettre à l'abri. Un parent proche, la mangouste jaune, légèrement plus grande, partage le terrier des suricates. Mais la mangouste n'est pas un pique-assiette. Elle participera à l'entretien du terrier et aidera même les suricates à étendre leur réseau de tunnels souterrains si nécessaire. Mais les mangoustes jaunes profitent surtout de la vigilance hyper pointue de leurs compagnons. Et la vigilance est vraiment la clé de la survie quand vous vous trouvez du mauvais côté de la chaîne alimentaire. Que leur habitat se situe dans l'ouest aride ou l'est luxuriant, les herbivores sont toujours plus nombreux que les carnivores. La vie est plus facile à l'est, où la végétation est abondante. Mais la substance des plantes est difficile à digérer. Les impalas disposent d'un arsenal d'outils pour surmonter ce défi.
Cette femelle, qui est en train de ruminer, broie les feuilles avec ses dents et, ce faisant, y ajoute les enzymes de sa salive. Puis, elle avale. Et ensuite, régurgite la nourriture afin de la mâcher à nouveau. À chaque fois que la nourriture ruminée est avalée, elle se mélange aux enzymes et aux microbes de l'estomac qui aident à décomposer la cellulose très résistante de la plante. Sans cette alternance plusieurs fois répétée de rumination et d'ingestion, les ruminants seraient incapables d'obtenir des plantes qu'ils mangent les éléments nutritifs dont ils ont besoin. Cela veut dire aussi qu'ils consacrent moins de temps à chercher de la nourriture et peuvent donc en profiter pour se reposer et ainsi éviter la chaleur. Les carnivores se reposent également sur l'efficacité de ce système digestif, mais de façon très indirecte. Avec ces prédateurs qui rôdent, les impalas doivent être vigilants s'ils veulent survivre. Grâce à leurs grandes oreilles omnidirectionnelles, ils ont une ouïe excellente. Et leurs larges naseaux leur permettent un sens de l'odorat très développé. Leur vue est excellente et leur permet de détecter des mouvements à de longues distances. Et leur champ de vision est d'environ 300 degrés. Cependant, les menaces ne viennent pas seulement de l'extérieur du troupeau. L'impala mâle est le seul à porter des cornes qu'il utilise dans ses bagarres pour gagner les femelles. Ce mâle a repéré un intrus sur son territoire. Il adopte une attitude agressive pour décourager son opposant. Ils croisent leurs cornes et s'engagent dans un combat éliminatoire pour déterminer la suprématie de l'un ou de l'autre. Ces combats entraînent rarement des blessures permanentes tant que le perdant prend le large. Leurs cornes, conçues pour lutter contre les autres mâles, ne sont pas destinées à frapper et percer, ce qui leur donne peu de valeur en termes de défense. Ces cornes sont une entrave dans ces espaces broussailleux restreints et les femelles n'en ont pas l'utilité. Dans les immenses plaines de la moitié aride du pays, c'est une toute autre histoire. Ici, les deux sexes sont affublés de cornes et les scientifiques se sont longtemps demandé pourquoi. Selon une première théorie, les springboks femelles auraient des cornes pour que leurs fils adolescents leur ressemblent. Au sein des troupeaux mixtes, la compétition est intense parmi les mâles adultes. Donc plus les jeunes mâles peuvent être confondus avec des femelles, plus ils sont épargnés par les dominants. Selon une théorie plus récente, les femelles auraient des cornes afin de décourager les prédateurs, du fait qu'elles sont très faciles à repérer. Effectivement, dans les espaces dégagés, les prédateurs repèrent facilement les antilopes. Et comme les cornes ont un effet dissuasif, les mâles et les femelles en portent. Plus on est grand, plus on est facile à repérer et plus on a besoin d'atouts dissuasifs comme les cornes. Ceci explique pourquoi le Gemsbok ou Oryx gazelle, animal nomade du désert beaucoup plus grand, porte des cornes impressionnantes en proportion avec sa taille. Comme les springboks, les mâles et les femelles sont dotés de ces armes aussi tranchantes que des épées. Dans la partie aride du Grand Karoo, à l'extrême sud-est du périmètre des springboks, c'est maintenant l'hiver.
L'hiver est la saison des amours pour les springboks. Ce mâle territorial marque les buissons avec les sécrétions de glandes qu'il a sur la tête. Il avertit ainsi les conquêtes potentielles et élimine les rivaux. Partout, la tension est palpable. Un jeune mâle ignore l'avertissement et le mâle dominant le remet à sa place. Le territoire n'est pas assez grand pour qu'il se le partage. Le dominant chasse son rival, pour l'instant. Dans les plaines africaines, c'est la survie du plus fort. Le mâle dominant, bien que blessé dans la bagarre, a gagné le droit de s'accoupler avec de nombreuses femelles, transmettant ainsi ses gènes aux futures générations. Tandis que l'arbre généalogique du perdant ne donnera plus aucune descendance. De retour dans le secteur est plus humide du parc Kruger, un mâle dominant cherche une partenaire. Il a repéré une femelle en chaleur et la poursuit de ses ardeurs. Elle l'entraîne dans un joyeux ballet et le pauvre mâle, comme envoûté, se contente de la suivre avec espoir. Il tire la langue et hoche la tête avec enthousiasme, faisant de son mieux pour convaincre sa future partenaire. Celle-ci finit par céder, s'arrêtant brièvement pour qu'il la rejoigne. Une fois l'accouplement terminé, il ne manifestera plus aucun intérêt pour celle qui restera pourtant sexuellement active pendant plusieurs jours. Elle sera courtisée par d'autres mâles durant cette période et s'accouplera jusqu'à 4 fois avec ses nouveaux prétendants. Les troupeaux d'impala se multiplient au nord dans les plaines verdoyantes d'Afrique de l'Est. Ici, il n'y a pas de springbok, mais il y a 5 autres espèces de gazelles. On trouve 2 d'entre elles dans le très célèbre cratère Ngorongoro de Tanzanie, à des milliers de kilomètres plus au nord. Encerclées par les pentes abruptes de l'ancien cratère,
C'est l'un des paysages les plus fascinants d'Afrique. Les sols fertiles, issus du passé volcanique du cratère, alimentent une véritable ménagerie d'animaux sauvages. Dans le Ngorongoro, les gazelles de Grant et les gazelles de Thompson broutent souvent ensemble. Les gazelles de Thompson, également appelées tomies, sont les antilopes les plus répandues en Afrique de l'Est, car elles préfèrent l'herbe courte des grandes plaines dégagées. Par leur couleur et leur taille, elles sont très similaires aux springboks. On pense que la couleur de ce pelage sert de camouflage aux troupeaux, les protégeant des prédateurs tels que les lions et les guépards. Mais le camouflage a ses limites, et toutes les gazelles des grandes plaines de l'Est de l'Afrique sont aussi extrêmement rapides. Retour dans les lits asséchés des rivières du parc transfrontalier du Kalahari, où la performance athlétique est d'une importance capitale. Ces springboks se montrent facétieux. On pense que ce comportement avertit les prédateurs potentiels de leurs étonnantes capacités physiques. Il se pourrait aussi qu'ils libèrent des phéromones ou constituent un signal important pour le reste du troupeau. Cependant, d'autres points de vue plus romantiques suggèrent qu'ils sautent tout simplement de joie. Même dans les régions où la végétation est plus dense, les capacités athlétiques comptent beaucoup pour éviter les prédateurs qui rôdent. L'impala peut, sans effort, sauter à 3 mètres du sol, sur 11 mètres de longueur. Ils sont aussi rapides. Même s'ils n'égalent pas les sassabis ou tsessébés, l'un de leurs plus proches parents. Les sassabis, dont la taille est plus du double de celle de l'impala, peuvent atteindre une vitesse de 60 km/h, ce qui en fait les antilopes les plus rapides du monde. Le bubal et le gnou sont aussi des parents proches de l'impala. Au premier abord, il peut sembler étonnant que ces animaux soient si proches. Les impalas sont gracieux, alors que tout chez le gnou semble grossier et maladroit. Il y a une chose, cependant, que tous les membres de la famille ont en commun. Ils vivent dans des espaces dégagés et se rassemblent en troupeaux. Et les grands troupeaux attirent des prédateurs comme les lions, et comme les léopards. Vivre en troupeau a ses avantages. Les yeux sont nombreux pour repérer le danger. Il est donc important de rester groupés. Les individus malades ou les plus jeunes qui sont à la traîne sont les cibles principales. Les prédateurs ne sont pas les seuls à suivre les troupeaux. Un héron garde-bœuf se nourrit des insectes que soulèvent les sabots.
Les troupeaux d'antilopes fournissent sur leur passage 1,5 fois de nourriture en plus à cet oiseau que s'il devait faire l'effort de la chercher. Les pique-bœufs à bec rouge suivent aussi les troupeaux. Ils fouillent leur fourrure pour récupérer un repas facile. Les impalas tolèrent ces profiteurs parce qu'ils apprécient leur toilettage. D'autant que les pique-bœufs sont capables d'éliminer les tiques agaçantes des endroits les plus difficiles à atteindre. Les ectoparasites, comme les tiques, ne sont pas seulement irritants. Ils véhiculent aussi des maladies. Donc, les impalas profitent de leur service. Tout un monde s'articule autour de ce que laissent les antilopes après avoir brouté. Des bousiers bleus récoltent des crottes d'impala. Il existe plus de 2000 espèces de bousiers. Celui-ci est un rouleur. Il compacte les excréments en une pelote qu'il fait rouler sur d'assez longues distances avant de l'enterrer. Les pelotes fécales servent de nourriture aux bousiers et à leurs petits. S'il est chanceux, sa pelote attirera une femelle qui y pondra ses œufs. Il enterre la pelote bien à l'abri, permettant aux larves en plein développement de grignoter peu à peu leur habitat pour rejoindre la surface. En enterrant ces pelotes, le scarabée injecte également de précieux nutriments dans le sol, permettant ainsi un essor végétal qui fournira plus de nourriture à l'impala au sein du grand cycle de la vie. Impala et springbok sont de nature très proches, mais ne partagent quasiment jamais le même habitat. À une exception près. Le parc national Etosha dans le nord de la Namibie. Situé au cœur du désert aride du Kalahari, au sud-ouest de l'Afrique, ce parc de 22 000 km² est renommé pour son abondante vie sauvage. Les animaux se regroupent autour des points d'eau de la réserve afin de survivre à un environnement desséché. Un impala à taches noires est venu se désaltérer au point d'eau. On le reconnaît immédiatement aux taches noires qui ornent son museau. L'impala à taches noires est une sous-espèce qui vit en Angola et dans le nord de la Namibie. Il est mieux habitué à son habitat désertique que l'impala ordinaire qui vit à l'est. Les deux espèces vont souvent se reproduire de façon hybride lorsqu'elles se rencontrent, mais l'impala à taches noires est vulnérable et Etosha reste l'un de ses derniers bastions. C'est la raison pour laquelle le gouvernement de Namibie cherche à garder les spécimens entre eux, mais la tâche est difficile.
Des fermes abritant de nombreux impalas ordinaires entourent Etosha. Et le gouvernement essaie de maintenir ces animaux hors du parc national. Sur les rives des magnifiques points d'eau du parc Kruger, un troupeau d'impalas ordinaires s'abreuve avec nervosité. Le danger guette aux abords de ces points d'eau. De gros crocodiles, comme celui-ci, de plus de 4 mètres de long. Effrayés, les impalas se replient dans la brousse pour être en sécurité. Mais là aussi, le danger rôde. Le troupeau s'est un peu éparpillé, permettant à un guépard solitaire d'attraper une des femelles. Il se gave de chair fraîche. Mais le guépard est le plus petit des grands félins. Il doit finir rapidement son festin. Si des lions ou des hyènes en quête de charogne sentent l'odeur de l'animal tué, ils viendront chaparder la dépouille. Le guépard inspecte nerveusement les alentours. Après avoir satisfait sa faim, il s'éloigne. Avec la marche des saisons, c'est le retour de la pluie. Le printemps s'éveille dans la savane humide du parc national Kruger en Afrique du Sud. Les arbres et les buissons se gonflent d'une nouvelle vitalité. De nouveaux venus envahissent le paysage. C'est la saison de l'allaitement. Et la brousse regorge de jeunes spécimens. Les bébés tètent leur maman durant les 4 premiers mois et demi. Tous les membres de la famille sont agités. Les petits sont des proies faciles. Les léopards et les chacals ne se privent pas de les chasser. C'est pourquoi les femelles ont dû synchroniser les naissances. Face au grand nombre de nouveau-nés, il y a suffisamment de nourriture pour les mères en période de lactation. La multitude des jeunes submerge les éventuels prédateurs et réduit le risque potentiel. Mais il vaut mieux rester vigilant.
Un destin périlleux attend ces jeunes animaux. La moitié seulement va survivre au-delà de la première année et atteindre l'âge adulte. Et les survivants prendront leur place dans les grands troupeaux d'Afrique. Dans les grands espaces du sud de l'Afrique, ces deux espèces dominent le paysage. Les springboks et les impalas constituent la plus importante population d'antilopes, se chiffrant par millions. Bien que vivant sur des territoires différents, elles sont au centre de l'immense spirale de la vie qui se déploie au cœur du sud de l'Afrique. Depuis les déserts arides de l'Ouest jusqu'aux savanes humides de l'Est. Ces deux espèces sont indispensables à la survie des plantes et des animaux qui vivent de chaque côté de cette ligne de démarcation. En Afrique, le springbok et l'impala règnent en maître absolu.